Allez, bah bonjour. Donc je vais vous faire un petit café santé sur les Green IT. Donc c'était suite à une formation que j'ai faite l'an dernier de 3 jours. Comme on travaillait sur les économies d'énergie auprès des établissements de santé, ben on s'était dit, là aussi il y a une, il y a une source d'économie, de lutte contre le gaspillage. Donc il y avait un sujet intéressant. Et donc là, l'idée de ce café, c'était un petit peu de vous montrer un peu ce que j'avais appris. Donc c'est 3 jours de formation résumés en 1 heure, ça ira très vite. Donc les Green IT, ce qu'on appelle les Green IT, c'est en gros le développement durable affecté aux technologies de l'information. Donc c'est tout ce qui est le spectre informatique. Donc le formateur, c'était Frédéric Bordage, que je remercie, parce qu'il m'autorise à utiliser certains de ces documents. J'en profite pour mettre le greenit.fr, qui est son blog. Donc c'est une des seules personnes, je pense, en France qui anime le sujet là-dessus. Il a travaillé avec EDF, Engie, France Télécom. Donc il a pas mal de matière, et notamment à travers un club qui s'appelle le Club Green IT. Donc c'est des bonnes adresses que vous pouvez aller voir si le sujet vous intéresse. Alors ce que je vous propose, un petit tour sur le contexte. Après travailler plus spécifiquement sur le poste de travail, sur le poste d'impression, donc les imprimantes bien sûr, le stockage et la stratégie à développer. Et puis s'il y a des questions, au fur et à mesure, je vous propose de les poser sans attendre. Alors, sur le contexte, bien sûr, les Green IT, c'est beaucoup d'électronique, donc il y a un impact sur l'environnement. Il y a, pour la fabrication et l'utilisation, il y a des émissions de gaz à effet de serre, on ne va pas rentrer dans le sujet. Ça, je vais passer très vite. Je ne sais pas si vous connaissez l'Overshoot Day. L'Overshoot Day, c'est une association environnementale qui a regardé un petit peu les consommations de ressources qu'utilisaient chacun des pays et voir à partir de quel moment sur l'année ce n'était plus durable. C'est-à-dire ils puisaient trop dans le stock. Donc si on voit les Vietnamiens, finalement le rythme du Vietnamien il est assez durable. Parce que le 21 décembre, ils ont utilisé tout ce qu'ils devraient utiliser. En gros, il faudrait qu'ils se mettent en jachère, en vacances, les quelques jours qui restent. C'est plutôt pas mal. Si vous prenez à l'inverse le pays Qatar, au 9 février, ils ont mangé toutes les ressources qui devraient... il faudrait qu'ils s'arrêtent d'utiliser des ressources au 9 février parce que après, ils sont plus durables et donc ils croquent plus que ce que la Terre est capable d'encaisser. Et vous voyez, nous, on n'est pas très fort non plus. Hein. Nous, au 5 mai, on a fini également de manger les ressources. C'est par rapport au nombre d'habitants ? Non, c'est par rapport à la quantité de ressources utilisées par habitant. D'accord. Donc, il y a un impact sur les ressources. Là, je ne vous ferai pas un cours sur le pic de production, mais l'idée, c'est que la plupart des ressources qu'on utilise sont des ressources qui sont en stock fini. C'est pour tous les métaux. Une fois qu'on les a retirés de la croûte terrestre, qu'on les utilise, si on n'est pas dans un cercle vertueux de pouvoir les réutiliser derrière, c'est perdu après. Et typiquement, lorsque ce genre de matériel ou l'ordinateur, lorsqu'on vous dit qu'on les recycle, il y a 3 poubelles. Il y a 3 poubelles. Il y a une poubelle qui récupère les plastiques, il y a une poubelle qui récupère les métaux, 1 ou 2 métaux différents, puis il y a une poubelle pour récupérer la batterie, quoi. Et donc les traces de nickel, de vanadium, de tungstène et de je ne sais plus quoi, c'est fondu pour faire du fer à béton, et ça sera coulé pour faire une habitation. Donc on ne récupérera pas ces micro-substances pour les réutiliser dans quelque chose de vertueux. Donc après, c'est perdu. Et c'est pareil pour tout ce qui est hydrocarbures, pétrole, gaz, charbon, ou même si là, ça se renouvelle. Le charbon, il faut attendre 300 millions d'années, le pétrole, 40 millions d'années, donc ce n'est pas les échelles de temps qui nous intéressent. Donc, on pioche sur des ressources, et on arrive à un moment donné où il y aura un moment donné où on n'aura pas suffisamment pour tout le monde. Et enfin, il y a un impact social, parce que la plupart des ressources qui sont extraites dans des conditions... qui peuvent être discutables du point de vue de la protection des populations, notamment dans les pays du tiers-monde, et le recyclage. Vous voyez là, on recycle des smartphones, des téléphones. C'est pareil, se font dans des conditions qui peuvent être également discutables.
Alors, les technologies de l'information, on estime que c'est entre, selon comment on compte, entre 2 et 6% des émissions totales de gaz à effet de serre. Donc, il y a un sujet sur le dérèglement climatique. En gros, l'impact, c'est le même que celui de l'aviation civile. Pour avoir juste 2-3 chiffres, 50 milliards de kilos de déchets électriques et électroniques en 2015. Voilà, des très très grosses quantités. J'ai marqué que le mercure, par exemple, 1 gramme de mercure pollue 1 mètre cube de terre pendant 50 ans, donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de traces de ces produits pour que ça, que ça impacte durablement l'environnement. Ramené au nombre de Français, on est à 24 kg de D3E, dont à peu près 5% qui sont collectés. Alors ça, c'est pas les 24 kg, c'est pas domestique. Hein. C'est pas chaque habitant n'a pas 24 kg de D3E chez lui. Hein. C'est un coup une télé, un coup un smartphone, mais c'est aussi beaucoup les entreprises. Et on a ramené au nombre d'habitants. Donc c'est tout à fait très très important et seulement 5% qui sont collectés. Alors c'est les chiffres 2015. J'ose espérer que ça s'est un peu amélioré depuis. Et 70% du tonnage des D3E fait l'objet d'un trafic, donc derrière c'est la mafia en plus. Si vous connaissez le MIPS, alors ça doit être un acronyme anglais, dont je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais on parle également de sac à dos écologique, qui signifie la quantité de ressources en poids qu'il a fallu ramener au poids du produit fini. D'accord? Je ne sais pas si c'est assez clair. Donc, c'est par exemple pour la voiture, 54 pour 1, ça veut dire qu'il faut 54 fois le poids d'une voiture pour produire une voiture en ressources de base. Donc là-dedans, dans ces 54, il y a du pétrole, il y a de l'eau, peut-être du sable, il y a tout un tas de minerais, de matériaux, de choses comme ça, pour faire le plastique, l'électronique et tout ce qui s'ensuit pour arriver à une voiture. Donc 54 pour 1 pour une voiture. Pour un ordinateur, on est à 100 pour 1. Donc mon ordinateur qui doit faire 2 kg, il a utilisé 200 kg de ressources. C'est ça que ça veut dire. Pour une puce électronique, on est à 16 000 pour 1. Donc pour produire une puce électronique, on a fait, qui fait peut-être 1 gramme ou pas tout à fait, on a fait 16 000 fois son poids en ressources. Donc l'impact sur l'électronique environnementale, il est très important. L'impact social, je fais très vite. L'extraction des matériaux se fait dans les pays type Congo, en Afrique, en Asie. L'utilisation, donc la fabrication c'est pareil, ça se fait plutôt là-bas. L'utilisation, c'est plutôt les pays occidentaux, tout va bien, plutôt pays riches. Et le recyclage se fait également dans des conditions compliquées. Et en 2011, il y avait Apple qui s'était fait épingler, mais je pense que ce n'était pas le seul. On avait fait un coup de projecteur sur eux. 40% de ces sous-traitants qui utilisaient des enfants pour travailler. Donc je pense que maintenant, depuis ce rapport, c'est un peu plus contrôlé. Mais voilà, ça fait toujours un peu désordre. Alors, pour les entreprises, du coup, les sujets, ils sont nombreux. Il y a le sujet du poste de travail, il y a le sujet du recyclage, on l'a vu, il y a le sujet du poste d'impression, il y a le sujet de tout ce qui est Internet et la partie programmation, on va dire. Et il y a le sujet du stockage qui devient de plus en plus important avec les data centers. Vous le savez. Sur l'informatique, on va parler un peu d'obsolescence programmée. Rapidement, la durée de vie d'un ordinateur, dans les années 80-85, on parlait d'ordinateurs compatibles, et 286, 386, c'est pour ceux qui se rappellent, qui étaient des grosses boîtes vides où on pouvait changer tout ce qu'il y avait dedans. On rajoutait des cartes mères, on rajoutait un disque dur. Et à cette époque-là, la durée moyenne d'un ordinateur était autour de 10 ans. Donc on avait un ordinateur pour une dizaine d'années. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, ça s'est étiolé. Maintenant, on garde un ordinateur 3 ans. Et avec les ordinateurs portables, parfois, c'est un petit peu moins. Donc il y a un vrai sujet sur l'obsolescence programmée et une réflexion à avoir sur la stratégie, sur ce qu'on veut faire sur un ordinateur, sur les besoins qu'on a réellement pour adapter le matériel et essayer d'avoir quelque chose qui dure le plus longtemps. Parce que j'en reparlerai après, mais la partie, comment dire, sur le poste de travail, la consommation d'énergie, sur la durée de vie de l'ordinateur,
c'est à sa fabrication, essentiellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas éteindre, qu'il ne faut pas mettre en veille, qu'il ne faut pas éteindre les ordinateurs, toutes ces choses-là, mais il va consommer 10 fois plus d'énergie pour sa fabrication que l'utilisation à l'année, en moyenne. Donc, il y a un vrai sujet pour garder l'ordinateur le plus longtemps possible, pour pouvoir le réparer et avoir quelque chose qui pourra augmenter ce chiffre-là, quoi, en fait, ou donner une deuxième vie à l'ordinateur. L'évolution des programmes. Alors là, j'ai pris un exemple, une page web. Entre 1995 et 2015, le poids d'une page web a été augmenté par 115. Donc là, c'est pareil. Maintenant, on ouvre une page web, il y a le bandeau, il y a des images, il y a des vidéos, il y a tout un tas de choses. C'est super, sauf que c'est de plus en plus gros et gras. Et donc là aussi, si on veut maigrir ça et maigrir les flux d'octets qui traversent les fibres et les quantités de stockage pour diminuer les consommations d'énergie, il faut aussi se pencher sur ce genre de problème. Ouais, alors non, c'est pas directement en énergie, c'est en poids de la page web. C'est en octets, hein. En octets. Mais du coup, de fait, c'est de plus en plus de ressources. Il y a plus d'octets qui traversent pour ta page web. Là où là où ça coûtait 3, maintenant ça coûte 99, quoi. Enfin, tu vois. Excuse-moi, Olivier. Alors, tu peux revenir au slide juste précédent. Est-ce que dans la conception des PC, c'est vraiment un critère qui est intégré maintenant de travailler sur cette obsolescence programmée, augmenter la durée de vie? A priori, non. Non, pas bien. Et on a un gros problème, c'est les... alors, il y a un problème fabrication. Je vais prendre les Apple, où la plupart des Apple ont par exemple, les batteries qui sont soudées. Donc, on ne peut même pas changer la batterie. Et puis, il y a les programmes des plateformes, le problème des programmes, quoi. C'est-à-dire Windows, à un moment donné, pour la sécurité, il dit augmenter. Et du coup, tous les programmes que tu as derrière ne fonctionnent plus, tu es obligé de les mettre à jour également. Et du coup, à un moment donné, la bécane, elle va pas assez vite pour gérer tout ça. Donc, on est un petit peu obligé de changer de matériel. On est bien sur un problème qui n'est pas pris en compte dans la conception. Voilà. Oui, tout à fait. C'est surtout que l'obsolescence programmée, c'est fait exprès au moment de la conception, ça dure moins longtemps en termes de durée de vie. Donc du coup, oui, c'est pas pris en compte vu que c'est voulu pour que ça dure moins longtemps. C'est juste commercial. Mais c'est plus complexe que ça sur l'informatique, parce que souvent, les puces, le programme pourrait fonctionner, mais si c'est que tu as envie d'avoir la dernière version de Windows parce qu'elle fait un certain nombre d'applications, et là, ça va plus sur la bécane qui a 8 ans, parce que ça tourne plus. Hein, et ceux qui sont passés à Windows 10, qui avaient un ordinateur qui avait pas assez de RAM, ils l'ont vu aussi. Il y a une façon assez simple et réduite de définir ça, c'est que plus c'est petit, moins c'est recyclable. Un ordinateur de bureau, ça se démonte, on trouve les pièces, on trouve les cartonnaires, il me semble. Ça évolue beaucoup plus, c'est compliqué. De bureau, ouais. on parle d'un smartphone, ouais. ça dépend pas. Ouais. C'est une règle. Oui. Si vous voulez avoir des ordinateurs qui vont durer plus longtemps, prenez des ordinateurs de bureau plus volumineux. Le problème, c'est qu'ils sont sûrement, peut-être, mais ils sont peut-être plus consommateurs et polluants à la fabrication. Quoi que c'est pas sûr. Un peu plus. La consommation, c'est presque deux fois plus. Et à la production, c'est un petit peu plus également. Mais bon, on garde plus longtemps aussi. Mais on peut le démonter encore plus facilement. Sans les casser. On est d'accord. Une petite checklist rapide des grandes idées à avoir. Donc, c'est allonger la durée de vie du matériel, réduire les quantités de matériel nécessaire au fonctionnement du service numérique. Donc là, on se posera la question d'utiliser le bon outil. Typiquement, moi, j'avais un établissement à Cannes où le directeur de service informatique se posait la question dans les services, le personnel avait des ordinateurs portables. Et il me disait, comme les ordinateurs, ils ont 3 ans, les batteries, elles sont foutues. Donc, le personnel sur le chariot, ils avaient l'ordinateur portable, ils étaient obligés de se brancher dans un coin systématiquement parce que la batterie ne servait pas à leur truc. Donc,
Ça se voulait nomade, mais en fait, ça l'était pas beaucoup, parce que dans le couloir, il y avait une prise, donc le chariot est resté là où il y avait la prise avec le truc branché. Les filles faisaient les allers-retours. Donc déjà, c'était pas très pratique. Et il disait, finalement, on est en train de... lui, il réfléchissait à avoir un service plus avec des outils en ligne. Il disait, on pourrait faire la même chose avec une tablette. Le personnel pourrait utiliser une tablette. Donc une tablette, c'est 3 à 5 fois moins de ressources qu'un ordinateur portable à la fabrication et à l'utilisation. Donc peut-être, voilà, ce genre d'adaptation, est-ce qu'on est obligé d'avoir un gros truc pour le service qu'on veut? Troisième point sur la checklist, c'est réduire tout ce qui est consommable. Donc c'est les consommations d'une part, les kilowattheures, mais aussi tout ce qui est toner, papier. Donc il y a une stratégie sur les postes d'impression, recycler les déchets bien sûr, et acheter responsable. Et ça c'est un gros sujet. C'est vraiment se poser la question de ce qu'on achète. Il y a le matériel qui est reconditionné, donc qui a déjà eu une première vie avant, qu'on va acheter moins cher, puis qui a déjà été amorti un peu au niveau du matériel. Il y a bien sûr tout ce qui est les labels, les critères de durabilité. Et je mettais en point, par exemple, les batteries soudées d'Apple qui sont... Pardon. Il y a des écolabels sur l'informatique? Oui. Il y a tout ce qui va être pour les plastiques recyclés. Mais est-ce qu'il y en a pour l'ensemble de l'équipement, pour la durabilité? Alors, par exemple, on va parler des écolabels pour les postes de travail, pour les postes d'impression, pour le papier et pour tout ce qui est stockage. Alors, quelques règles de bon sens. Est-ce réellement intéressant de renouveler cette version logicielle qui va nous brider derrière? Est-ce qu'on peut passer à un client léger? Alors, je sais pas, vous connaissez peut-être pas ce que c'est qu'un client léger. En fait, le client, l'ordinateur normal, il y a une carte mère dans les calculs, il y a de la mémoire, il y a du stockage. Donc, c'est quelque chose d'assez autonome. Et éventuellement, après, je me raccorde sur un réseau pour partager mes informations. Le client léger, c'est tout autre. La partie mémoire, stockage, se trouve ailleurs. Alors, ça peut être ailleurs dans le bâtiment, comme là-bas, il y a une armoire technique où il y a un certain nombre d'éléments de stockage, mais ça peut être ailleurs sur un réseau également. Donc, un client léger, c'est un peu une boîte vide, c'est une carte réseau qui nous permet de transporter de l'information. Vous avez un clavier, vous avez un écran et juste un boîtier qui est raccordé. Et en fait, tout se passe à distance comme si vous utilisiez des outils en ligne. Donc il y a un intérêt à ça. Ça consomme 3 fois moins d'énergie à la fabrication et à l'utilisation. Alors si on comptabilise ce que ça consomme ailleurs, on fait quand même 30% d'économie sur l'énergie. Et surtout, c'est du matériel qui ne se démode pas trop, qui ne tombe pas vraiment en panne. Éventuellement, vous pouvez avoir l'écran qui tombe en panne. Change l'écran, voilà. Et on peut même de bureau qu'on transforme en client léger, c'est-à-dire on vire le disque dur, on fait tout ça et on le passe sur le réseau. Alors il y a un souci, parce qu'on est à parler un petit peu sur les établissements de santé, c'est qu'il y a aussi des programmes très spécifiques qui, eux, nécessitent d'avoir un ordinateur en dur. Typiquement, vous avez un scanner, vous avez un ordinateur qui est branché dessus. Et pour utiliser le programme du scanner, il y a un CD-ROM et ça, c'est pas quelque chose que pourra absorber, c'est pas le type de programme que pourra absorber un client léger. Mais tout ce qui est en bureautique, ça peut passer sur le client léger et ça peut être une stratégie aussi intéressante en termes de recyclage de matériel, donner une deuxième vie, et même en termes de performance, parce que c'est-à-dire au lieu d'avoir de se concentrer sur chaque poste de travail en termes de sécurité, en termes de ce qu'on met dedans, en termes de mémoire, en termes de puissance, on se concentre sur une armoire qui s'occupe de 500 peut-être ordinateurs. Donc ça peut être beaucoup plus sécurisé, ça peut être tout aussi rapide, ça peut être voire plus rapide, et ça peut moins se démoder. Donc ça peut être une bonne option pour certains services. Oui. Je vais abonder dans ton sens sur le dernier point. C'est que, comme ça dans une armoire, les serveurs sont faits pour être évolutifs aussi. C'est-à-dire qu'on peut agréger la puissance contrairement au test individuel. Voilà. Un serveur va être, il sera plus durable. Du coup, oui. La machine va avoir une durée beaucoup plus. Voilà. Avec la limite, c'est qu'après, certains programmes spécifiques ne vont pas rentrer dans... souvent, c'est sous Unix, c'est des choses comme ça. Donc, tout ce qui est programmes un peu spécifiques n'iront pas sur des clients légers. Il y a une histoire sur le stockage. Quelles données dois-je réellement conserver? Combien de temps? On estime que la plupart des données qu'on stocke, au bout de 15 jours, on n'ira plus les rechercher.
Et donc, c'est ce qu'on va rechercher de façon anecdotique, c'est 0, c'est quelques pourcents. Et c'est-à-dire, on remplit des serveurs, des bases de stockage avec énormément d'informations qu'on n'ira plus jamais chercher. Donc, même la stratégie qu'on pourra avoir, est-ce qu'on veut un serveur qui réponde tout de suite avec de la redondance, c'est-à-dire la même information, on la garde 3 fois sur 3 disques durs différents, ou au contraire, comme je suis à peu près sûr qu'on n'ira pas souvent la chercher, est-ce que je peux imaginer que cette donnée elle soit zippée, enfin, c'est-à-dire compressée, et que si j'en ai besoin, je double-clique dessus, ça met 6-8 secondes le temps de se dézipper pour que je l'ai, et à ce moment-là, ça va consommer beaucoup moins de ressources et beaucoup moins de matériel de stockage. Et enfin, il y a un côté un peu, je dirais, social. Enfin, il y a l'aspect, les utilisateurs sont-ils plus productifs avec un nouvel ordinateur? Pas forcément, il faut adapter l'ordinateur aux besoins. Des fois, ça peut leur faire plaisir. Alors, c'est un vrai sujet. Quand je parlais tout à l'heure des clients légers, vous avez, parce que j'ai eu ça dans un établissement où le gars il disait on a eu un gros problème, on n'avait pas à venir, on a remplacé les 2 ordinateurs machin par des clients légers. Donc ils avaient une tour qui faisait du bruit, qui chauffait au pied, des choses comme ça, on leur a retiré et ils ont eu à la place un petit boîtier comme ça avec un fil réseau. Donc là il y a l'écran qui se branche dessus, il y a le clavier et la souris qui se branchent dessus et puis après il y a un fil Ethernet qui part et l'ordinateur est ailleurs. Et en fait dans la tête des gens, on leur filait du matos qui était pas bien, quoi. Enfin, des trucs pas qualitatifs, parce que vous avez cette sensation voilà, ça a été mal vécu, donc il a fallu faire de la pédagogie. Donc c'est un sujet un peu à voir. Alors, pour agir sur les postes de travail, j'en ai parlé tout à l'heure, allonger la durée de vie. Pardon. Une question pour avant. Est-ce qu'il y a des moyens de récupérer la chaleur qui sort de grandes installations des clients légers? Alors, client léger, ça consomme pas très, très peu d'énergie. C'est ton écran qui consomme de l'énergie. Je veux dire, du coup, là où tout est relié. Ah, donc au niveau des serveurs. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder tout à l'heure, parce que c'est un peu la dernière partie, et puis je risque d'être un peu bousculé sur le temps, mais il y a des installations qui... où est-ce que c'est? Je ne sais plus dans quel pays, où ils alimentent une piscine, par exemple, qui est de l'autre côté de la rue, donc ils récupèrent les chaleurs. Évidemment, dès que c'est stocké, dès que c'est concentré, on peut avoir des systèmes de récupération de chaleur pour alimenter du chauffage, de l'eau chaude ou ce genre de choses. Oui, oui, tout à fait. C'est des choses qui se développent de plus en plus. Il y a un data center à Nîmes qui fait comme ça. Où ça? À Nîmes. Ouais. Il est tout récent, c'est une dernière technologie. D'abord, il est en free cooling. Ouais. C'est-à-dire qu'il consomme très très peu pour être refroidi. Mm. Et il chauffe les bureaux en utilisant la chaleur de la salle d'hébergement. Ouais. Maintenant, en fait, il y a une telle concentration, mais vous avez raison, il y a une telle concentration de calories sur ce truc, à chaque fois qu'ils font ce type d'appareil. D'abord, ils sont extrêmement performants. Hein, on est sur les derniers matériels, ceux qui sont labellisés, ils estiment que 92% de l'énergie qui la traverse ne chauffe pas, c'est-à-dire les composants sont vraiment très... Il y a très peu de fuite de calories. Alors, sur l'ensemble de moi, quand même, plus obligé de mettre des clims, par exemple, des simples ventilations suffisent à refroidir, à brasser l'air. Donc là, vous voyez, à Nîmes, s'ils font du free cooling, c'est la clim qui refroidit très fort, quoi. C'est un fraîchissement, en fait, et c'est suffisant. Donc le type d'ordinateur client léger, donc Chromebook, c'est un peu le même système. C'est un projet de Google qui ont fait tout un tas d'ordinateurs. Alors moi j'en ai acheté un pour chez moi, ça marche très bien. Je l'ai acheté d'occasion à 200 balles. Il a 5 ans, la durée de vie de la batterie elle fait encore 10 heures. Ça s'allume en 4 secondes, c'est juste extraordinaire, quoi. Et donc c'est pareil, c'est un peu comme le client léger. C'est fait pour utiliser des services en ligne. Peut-être pas de l'utilisation professionnelle, il faut être à chaque fois connecté à Internet, si on veut que ça marche. Mais c'est assez intéressant, ça consomme très peu d'énergie et ça marche très bien. Donc le choix du système d'exploitation, le choix des programmes, en ligne, le niveau de compatibilité.
On a parlé de l'obsolescence programmée, donc aussi le sujet à avoir, quel type de programme on va mettre en place, et ça veut dire un peu quelle machine il faut qu'on ait derrière. Les réparabilités du matériel, on disait tout à l'heure, un poste en dur, ben, ça se répare mieux, on intervient plus facilement sur un ordinateur portable, a priori. Et après, la stratégie, c'est pouvoir donner une deuxième vie à l'ordinateur. Ce que disait M. Bordage, qui nous a fait la formation, lui, parce qu'il a essayé plusieurs choses, disait l'objectif, c'est 10 ans sur un ordinateur. Et en fait, laisser 10 ans à la même personne, c'est compliqué. Parce qu'à un moment donné, elle veut un ordinateur neuf. C'est comme, on veut renouveler la paire de chaussures, même si elle tient encore, parce qu'on a acheté de la qualité. On se fait aussi plaisir à acheter. Donc il disait, dans la tête des gens, à un moment donné, essayer à tout prix de leur laisser l'ordinateur à 10 ans, ça épuise un peu, enfin je sais pas si j'ai le bon terme, mais il y a un peu de ça. Donc il disait, c'est plus intéressant, enfin lui il travaillait comme ça maintenant, il disait dans les grosses boîtes, on essaye de leur donner une deuxième vie, c'est-à-dire 5 ans sur un poste, et après l'ordinateur il va aller faire autre chose ailleurs. Voilà. Donc on peut passer par des breakers, donc c'est-à-dire c'est des entreprises qui récupèrent au-dessus, à l'une à l'autre, qui récupèrent les ordinateurs, qui les nettoient, qui les met, et puis qui les vend à 20 ou 50 euros à d'autres administrations qui vont faire juste de la saisie en ligne ou des choses qui n'auront pas besoin de puissance. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui existent. Il vaut mieux avoir peut-être cette attitude. Il y a un sujet pour diminuer les consommations énergétiques, donc intégrer des critères d'achat. Alors, il y a 2 labels qui ne concernent que la partie énergie, label 80+, ou label Energy Star, qui sont des labels évolutifs, c'est-à-dire tous les 2-3 ans, la norme Energy Star, elle est un peu plus performante à chaque fois. Donc si vous aviez un ordinateur qui était labellisé Energy Star il y a 10 ans, peut-être il ne pourrait plus être Energy Star maintenant, il faudrait qu'il soit plus performant. Et donc ça, clairement, Energy Star, il s'occupe de ça, vous ne le voyez pas, en fait c'est le transfo, pour qu'il consomme moins d'énergie, et c'est tout. Il y a d'autres labels plus généralistes, et donc là, les 3 labels généralistes, oui, il y a un peu d'éco-conception, il y a un peu d'où vient le plastique, il y a un peu d'où viennent les matériaux, il y a un peu le volet social. Donc ça, c'est vraiment les labels les plus intéressants. Et le top du top, c'est les EPIT, c'est celui-ci, au niveau Gold, EPIT Gold. Il y a très peu d'ordinateurs qui sont dessus, mais voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont dans la... Tu parlais des conceptions, est-ce qu'il y en a qui sont dans la durabilité en termes de réparabilité, Oui, il y a des critères là-dessus. Alors, je ne les connais pas par cœur, hein, mais du coup, si tu vas chercher Pit Gold sur Internet, c'est en anglais, mais tu auras le détail du truc. Je les ai un peu survolés. Après, voilà. Ipit, le Blue Angel aussi, qui est très bien, TCO, qui monte un peu en puissance. J'ai bien compris, il n'est pas encore terrible, mais il est en train de se mettre à jour. Donc il y a un sujet aussi, si vous voulez diminuer les consommations énergétiques, bien sûr mettre des veilles automatiques. Il y a une gestion du parc informatique lorsqu'il y a un DSI, donc un directeur ou une équipe qui peut gérer un parc suffisamment intéressant. En principe, ils ont des programmes de gestion informatique, donc ils peuvent éventuellement éteindre à distance s'il y a des ordinateurs qui sont avec des programmations, c'est-à-dire à partir de 8 h du soir, tous les bureaux administratifs, il n'y a pas censé avoir d'ordinateur, d'écran allumé ou de choses comme ça. Donc on peut dire que de 8 h du soir à 7 h du matin, bah, tous les postes, on les éteint de façon automatique. Et comme ça, s'il y a des oublis, voilà. Ça, c'est des choses qui existent. Puis après, on peut mettre en place des campagnes d'éco-gestes. Je passe sur le poste d'impression. Donc le premier sujet, c'est diminuer les postes d'impression. On trouve encore des entreprises où il y a une imprimante sur chaque bureau. Parfois, quand il y a 3 bureaux dans le même bureau, il y a 3 imprimantes. Donc ça existe encore. Là, l'idée, c'est vraiment de passer sur des multifonctions dès que possible. Donc c'est des gros postes comme il y a là-bas qui font imprimante, photocopieur et tout ça. Donc, suppression au profit des multipostes, enfin des multiservices. Utiliser un programme de reporting pour connaître les profils d'utilisation. Donc ça peut être intéressant d'utiliser pour des grosses entreprises qui veulent mettre en place les multiservices. Il faut se poser la question, où est-ce qu'on le met?
pour que ce soit le plus cohérent. Donc il y a peut-être des étages de votre établissement où ils vont utiliser dans leur travail beaucoup les impressions. Donc là, ça peut être intéressant de mettre plusieurs postes d'impression à cet étage-là pour que ça soit bien réparti. Et puis d'autres étages où très peu, où on va utiliser que le noir et blanc, puisqu'on imprime pas des choses qui sont destinées à faire de belles présentations. Donc on va adapter un petit peu aux usages. Et alors il y a des programmes type Watchdog ou HP WebJetAdmin qui permettent de surveiller un peu les profils utilisateurs. Donc c'est bien des programmes un peu espions, hein, on est bien d'accord. Pour ça, en CSCT, enfin on va regarder ce que chaque personne imprime en termes de quantité, le type d'impression et ces choses-là, quoi. Donc ça peut être délicat à mettre en place ce genre d'outils, mais c'est, à mon avis, quelque chose de pratique pour faire un diagnostic de départ et se dire, voilà, où est-ce que je positionne au mieux, soit le plus performant. Et puis, si on voit qu'il y a encore des gens qui impriment leur mail ou en couleur, sans économie d'énergie et toutes ces choses-là, ben, on peut aussi faire de la sensibilisation pour affiner la consolidation du parc. Donc ça, c'est ce que je disais. Il y a également l'utilisation de badges ou de codes PIN pour imprimer. Donc là, l'idée, c'est que j'envoie mon impression. Donc il y a un côté déjà sécurisé, parce que l'impression ne sort pas automatiquement. C'est au moment où je vais chercher mes feuilles. En fait, elle est en mémoire dans l'imprimante, et où je rentre mon code, et à ce moment-là, tac, ça me l'imprime sous les yeux, où j'ai un badge pour biper. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'il y a 30% qui sont ce qu'on appelle despoolés, donc c'est-à-dire 30% des impressions qui sont lancées, personne ne va les récupérer. Donc le gars, il se dit « Ah, j'aurais besoin de ça en papier ». Puis finalement, comme il faut qu'il marche pour aller au milieu du couloir chercher son truc, il dit « Je le ferai après ». Et puis en fin de compte, il n'en avait peut-être pas si besoin que ça. Et du coup, il ne va pas les chercher. Donc ça permet également de faire des économies. Puis il y a le côté sécurité. Si vous avez des données un peu qui nécessitent un niveau de sécurité, ben, ça peut être intéressant aussi qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui puissent récupérer vos documents. Programmer bien sûr noir et blanc par défaut, donc ça c'est du bon sens. Mode brouillon, le mode recto verso. Il y a sur les polices d'impression, il y a eu plusieurs choses de fait. Je ne sais pas si vous connaissez les polices à trous. Là, j'ai pas mis d'exemple. Donc, c'est des polices ce qu'on appelle les polices, c'est comment dire, c'est la lettre, hein, l'écriture. Lorsqu'on grossit, il y a des trous dedans. Et ces polices à trous, ils ont fait des tests, et en fin de compte, ça marche pas si bien que ça, parce que comme on voit un peu moins bien, c'est un peu moins fin. Alors, effectivement, on consomme moins d'encre, mais la logique, c'est plutôt de mettre un peu plus épais ou de les mettre en gras. Et du coup, on perd ce qu'on a rajouté d'un côté. Et il y en a une qui fonctionne plutôt pas trop mal, parce qu'elle reste visible alors qu'elle consomme moins d'encre, c'est la Century Gothic. Et ils ont fait des tests sur tout un tas de polices, en fait. Et celle-ci, elle permettait de faire des économies en termes d'encre, parce qu'elle est assez fine. Et elle reste assez lisible. Alors que celles qui sont vraiment trop fines, bah, les gens ont tendance à l'agrandir un peu sur le truc, donc on perd ce qu'on a gagné d'un côté. Une remarque issue de l'expérience, le corollaire de la diminution du nombre de postes d'impression, oui, c'est très souvent le doublement des écrans. Parce que les gens impriment souvent pour avoir un document sous les yeux et à partir duquel ils vont travailler sur autre chose. Lorsque vous supprimez l'impression, vous dites que les gens ne veulent plus imprimer. Statistiquement, ils demandent un deuxième écran pour pouvoir voir sur un écran un document sur lequel on travaille et sur l'autre écran la référence. D'accord. Donc d'un point de vue écologique, qu'est-ce qui vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux un deuxième écran? Là, je n'ai pas la réponse. C'est une question. Est-ce qu'il vaut mieux un deuxième écran qui va souvent durer plus longtemps qu'un ordinateur d'ailleurs, ou est-ce qu'il vaut mieux imprimer? Bonne question. Et alors, il y a un outil qui s'appelle l'analyse de cycle de vie qui permettrait de comparer les deux études environnementales. Et du coup, il faut se poser la question combien ça évite d'imprimer. Mais après, le deuxième écran consomme aussi de l'énergie, consomme à la production. Un écran externe, ça oui. Supérieur à ça. Oui, bien sûr. Mais bonne remarque. Effectivement, ici, tout le monde a un deuxième écran. Ouais. Travaille mieux, sûrement. Donc, les objectifs, diminuer l'utilisation des imprimantes, éviter les aplats de couleurs à tout va.
on estime que la couleur a un impact environnemental 10 fois plus important que le noir et blanc. Donc le moins on met de couleur sur un document, le mieux on est. Statistiques françaises qui montrent qu'il y a à peu près un quart de daltoniens. Donc est-ce que ça vaut le coup dans le document de mettre un titre bleu, un titre rouge, un titre jaune, un titre vert, peut-être faire noir et puis une seule couleur, ou pas de couleur, ou enfin voilà. Peut-être on n'est pas obligé de mettre autant de couleurs que ce qu'on met. Privilégier des documents lisibles à l'écran, format paysage. Et oui, les ordinateurs ont un format paysage, donc si on rédige des courriers comme ça et qu'on veut que les personnes les lisent facilement, ils vont plutôt l'imprimer, quoi. Alors que si on fait des outils qui sont faits pour être lus comme ça, et finalement ça prend toute la place de l'écran et c'est plus simple à lire. Alors là j'ai mis, il y a des options livres dans Firefox ou sur Word, ceux qui utilisent Word, là c'est en bas à droite. Et donc ça fait fi de cette histoire de mise en page, ça garde que le texte et ça vous l'étale sur tout l'écran. Donc ça facilite aussi la lecture. Intégrer des critères d'achat. Donc, sur les postes d'impression, il y a le Blue Angel qui utilise le RAL UZ122 qui limite les particules de tonnerre. Là, c'est pareil, chercher des critères d'achat, aller creuser dans le RAL ce qu'il y a dessus. Et lorsque vous dites à vos clients, regardez pour acheter un poste d'impression qui va utiliser moins de tonnerre, qui respecte les critères qui sont là-dedans. Là aussi, le label IPIT est très intéressant, comme sur les postes, comme sur les ordinateurs. Sur le papier, donc utiliser du papier recyclé, on estime qu'une feuille bien collectée à plat, comme il va bien, peut avoir 5 vies possibles, lorsque il y a une bonne, un bon recyclage qui est performant. Le recyclage d'une feuille par rapport à une feuille qui sort d'un arbre et qui a permis de faire de la pâte à papier, c'est 6 fois moins d'eau, 4 fois moins d'énergie et 25 fois moins de pollution chimique. Et par contre, il faut collecter à plat, il ne faut pas faire des boules, il ne faut pas en faire des confettis ou ce genre de choses, parce que assez souvent, on l'a regardé dans sur les opérateurs qui détruisent par exemple le papier sensible, en fait ils font des lamelles, ils font des confettis, ils font ce genre de choses. Et en fait ça passe plus dans les machines, ça fait bourrer les machines, donc ils ne refont pas de la pâte à papier, donc ça part plutôt à l'incinérateur. Et donc dès que le papier est déchiqueté ou ils en font des confettis, bien souvent, ça ne refera pas du papier derrière, ça fera de la fumée et de l'énergie. Donc c'est un peu dommage. C'est pas le but. Donc maintenant, il y a d'autres solutions pour le papier sensible où ils collectent de façon sécurisée. C'est-à-dire, c'est des boîtes qui sont fermées, cadenassées, par exemple. Et donc, on ne va pas récupérer. Donc, c'est assez protégé et ça permet de ne pas détruire, de ne pas abîmer le papier avant que ça passe dans les machines pour refaire de la pâte à papier. Là, c'est un autre sujet, mais le papier fait l'objet d'un cours du papier qui fluctue pas mal, en fait. Donc, lorsque vous êtes un gros consommateur de papier, ça peut être intéressant de suivre un peu les cours et d'acheter en très grosse quantité. Vous achetez pour l'année, vous êtes un CHU ou chose comme ça, et vous regardez pour pouvoir acheter au moment où c'est le plus intéressant. Et à ce moment-là, vous achetez du papier écolabellisé au prix d'un papier blanc classique, si vous suivez un peu les cours. Il paraît qu'en ce moment, il y a une rupture sur le papier recyclé. Ah, mais c'est possible. L'île de Béziers ne peut plus se fournir en papier recyclé. D'accord. Voilà, à vérifier. Ah, mais c'est possible. Ah ouais. L'argument qu'on nous a avancé sur ceux qui n'utilisaient pas le papier recyclé. Ok, c'est possible. Et là, sur les labels papier, donc le plus intéressant, c'est le Blue Angel, papier recyclé. FSC, c'est gestion durable de forêt. Donc, il peut être aussi intéressant à défaut. C'est bien moins bien que le Blue Angel. Et il y en a d'autres. Ouais.
PEFC, voilà, qui lui est beaucoup moins intéressant parce qu'il est fait par les professionnels. Alors, je ne mets pas en doute leur... mais bon. Du coup, en termes de... Voilà, les forêts ne sont pas toujours très durables derrière et je vous déconseille d'aller là-dessus. Oui. Je me pose la question, pourquoi le papier recyclé est plus cher que le papier blanc et moins cher? C'est pour ça moins... Parce que... Et parce qu'il y a des filières de récupération, c'est peut-être d'autres usines aussi. Faudrait creuser, mais tu vois bien, le recyclage, ça coûte aussi, quoi. Des fois, ça coûte moins cher de jeter à la poubelle et de racheter quelque chose de neuf que de le faire réparer. On est un peu dans cette logique. C'est vrai que ça paraît aberrant, mais voilà, la filière de récupération du papier, déjà, ça, c'est déjà un peu compliqué, quoi. Sur les programmes, est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Allez, 5 minutes. Je vais faire vite. Là, c'est un programme, alors, sur bahn.com, c'est un portail allemand. C'est un portail de réservation de trains, avions en ligne, qui est en plusieurs langues, donc il doit être utilisable en français. Et ils ont fait 3 plateformes différentes pour avoir le même service. Vous voyez, une plateforme super chouette, avec plein d'images, des trucs qui clignotent partout, il y a le bandeau, il se passe plein de choses. Une plateforme très simpliste, il y a un bandeau rouge, point, et puis après vous rentrez votre ville de départ, votre ville d'arrivée, et ça vous calcule le truc. Et puis alors, il y a un truc, c'est pire que simpliste, c'est on ne peut plus épurer. Le premier portail, vous avez ici, en termes de kilos, le poids de la page, 2124 kilooctets, et en gros, pour s'afficher en entier, enfin, quand cette étude a été faite, il fallait 9,7 secondes pour l'afficher. La deuxième, on diminue considérablement, il faut 6 secondes pour l'afficher, et la dernière, il faut pas tout à fait 1 seconde pour l'afficher. Et donc après, ils ont regardé, en termes d'utilisateurs, qui préférait quoi. Donc là, on est vraiment dans l'éco-conception en termes de programmation. Et en gros, celle-ci était assez peu utilisée. Le profil, c'était plutôt personne âgée qui n'allume pas souvent l'ordinateur et qui va passer beaucoup de temps, ils ont le temps, ils vont regarder les images et tout ça. Donc vraiment une petite fraction, une infime fraction qui va finir par utiliser ça. Très vite, les gens vont utiliser ça. C'est le gros du gros. Les consultants comme vous, moi, qui vont faire un aller-retour par semaine en train ou en avion, n'importe quoi, vont plutôt utiliser ça parce que ça s'ouvre facilement, ils savent où est-ce qu'ils vont mettre les informations, c'est assez clair, et voilà. Et alors le dernier est très peu utilisé aussi, et ça va vraiment être utilisé par les professionnels, c'est-à-dire ça va être la secrétaire qui va prendre 8 billets de train par jour. Elle s'en fiche d'avoir ça. Elle, ce qu'elle veut, c'est que ça s'allume immédiatement et elle va rentrer les informations. Et donc, en gros, là, il y a un petit pourcent qui l'utilise. Là, on est à 95% et puis il y a 3-4% qui va utiliser le dernier. Oui? C'est bien, mais on voit que au niveau des gaz à effet de serre et de l'eau, la division d'énergie, enfin, j'imagine d'énergie ou d'eau par rapport à la complexité ou à l'énergie utilisée par les serveurs. Ouais. C'est pas proportionnel. Comment ça se fait? Je l'explique pas. Parce que le serveur, il faut que sa page de gauche, sa page de droite, il tourne toujours. Oui, il y a de toute façon, voilà, oui, ben c'est ça. C'est ça. Donc, il y a une partie de l'infrastructure qui existe de toute façon. C'est sur le réseau qu'on fait une économie. Pas tellement sur le token. Donc, il y a un autre exemple que vous connaissez beaucoup. Je suis désolé, je fais un peu de pub ou une mauvaise pub, je ne sais pas. Là, vous avez un premier moteur de recherche. Là, vous avez un deuxième moteur de recherche. Il y a 1% de la population qui utilise ça. Et en gros, il y a 95% qui va utiliser ça. Parce qu'en fait, quand les gens viennent faire une recherche sur Internet, ils s'en foutent de tout ça, là. Tout ce qu'il y a autour. Ils s'en fichent. Et finalement, Google a été malin, ce truc-là. C'est vraiment... on ne peut plus épurer. On vient faire une recherche, il y a une barre pour faire une recherche, puis c'est tout. Voilà.
Donc, sur les conceptions, là aussi, des idées. Alors, sur le stockage, je vais vite, et puis alors, en plus, on s'éloigne un peu de ce que je connais. On estime dans les data centers, c'est un peu vieux parce que maintenant on est de plus en plus performant ici donc on a la proportion c'est plus moitié-moitié, mais 50% des consommations allaient à la partie pour alimenter, je dirais, les baies de stockage. Et 50% c'était le reste, c'est-à-dire c'était les groupes électrogènes, c'était la production de froid, les lumières et toutes ces choses-là. Donc moitié-moitié dans un data center. Et maintenant on est plutôt 3/4 en haut parce qu'on est plus performant, on a moins besoin de refroidir. Et 1/4 ici. Donc forte densité d'énergie au mètre carré, donc c'est là où tu disais tout à l'heure, effectivement c'est intéressant de pouvoir récupérer la chaleur parce qu'il y a beaucoup d'énergie, donc là c'est plutôt pas mal. Et forte augmentation des besoins de stockage, même si on est plutôt plus performant, on a le même problème avec les voitures, vous savez, on fait des voitures avec des moteurs de plus en plus performants, mais il y a plutôt de plus en plus de personnes sur Terre qui ont des voitures, et puis comme on fait des voitures de plus en plus lourdes, parce qu'il y a de plus en plus d'options, elles sont plus sécurisées, puis il y a tout le volet média qui vient de se mettre dedans, puis bientôt on aura des voitures qui conduiront toutes seules, et du coup il y aura peut-être des robots ou une grosse partie informatique. Mais du coup, la voiture étant de plus en plus lourde, elle consomme toujours autant. On a du mal à descendre sous les 6 litres, au 100. Bah, pour les trucs de stockage, c'est bien un peu pareil. On fait des progrès sur le code, on fait des progrès sur le matériel, on fait du progrès sur un truc, mais en fait la demande est telle qu'on rajoute toujours des bâtiments de plus en plus performants, mais on rajoute des bâtiments avec de plus en plus de stockage, et ce qui fait que l'utilisation du stockage et l'énergie pour le stockage est de plus en plus forte, malgré tout. Là, je vais passer là-dessus. Donc sur les tiers, là, je ne vais pas en parler. Donc prolonger la durée de vie de l'existant des data centers, donc ça aussi c'est un sujet. Dépenser le moins de kilowattheures par mètre carré. Donc là aussi, il y a du matériel dans les data centers écolabellisé, donc le 80 plus titanium qui est le plus intéressant, où ils estiment que l'alimentation des baies, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, par rapport au serveur, utilise 92% des électrons qui vont alimenter les composants électroniques. Ça veut dire qu'il n'y a que 8% de perte sur ce matériel qui va faire de la chaleur. Donc si vous alimentez quelque chose qui fait 100 watts, eh ben, vous aurez 8 watts de chaleur et les 92 autres watts serviront pour le bon fonctionnement de l'électronique, ce qui est très intéressant. Et du coup, on a moins besoin de le refroidir derrière. Là, je vais passer le Power Usage. Le PUE, c'est une manière de mesurer la performance d'un data center. Donc, c'est en fonction, c'est le ratio que je vous montrais tout à l'heure, 50-50. C'est entre l'utilisation réelle de l'énergie pour les ressources et l'utilisation dans le data center de tout le reste. Et plus on se rapproche de 1, moins on a de pertes. Moins on a besoin de groupes de froid, moins on a besoin de tout ça. Donc, c'est-à-dire toute l'énergie qui alimente le data center sert réellement au fonctionnement au stockage de données, quoi. Donc en moyenne on a un 8 et les plus performants maintenant descendent à un 2. Et on avait, il y a 10 ans, ils étaient à 2,5, quoi. C'est-à-dire à la facture électrique, quand on consommait 2,5 kWh, il n'y en avait que 1 qui servait pour... on consommait plus exactement 2,5 fois plus d'énergie pour le refroidissement que pour l'utilisation des données. Et travailler sur le logiciel, donc éco-concevoir, c'est un petit peu ce qu'on a parlé juste avant, donc aller sur des choses plus simples qui consomment moins d'énergie. Et réflexion sur la durée de vie du stockage. Dernier sujet, refroidir uniquement les baies. Là, on a un mauvais exemple, mais c'est la structure qui fait ça. Idéalement, maintenant, dans des data centers, on refroidit plus des salles entières, on refroidit que la baie. C'est-à-dire la baie, elle est comme dans un frigo, on a le groupe de froid qui arrive dessous. Oui. C'est même encore mieux qu'on les refroidit même plus. Et on les... Ça, c'est encore la génération d'avant, on appelait ça des cold corridors. Oui. On mettait des serveurs qui aspiraient de l'air, qui arrivait dans une bulle qui était rafraîchie. Mmh. Maintenant, c'est l'inverse, les serveurs sont tournés à l'envers. Mmh. On envoie de l'air
chaud qui sort à l'arrière des serveurs, et cet air chaud est récupéré et peut être réutilisé. Et peut-être, Et ouais. en plus, quand il faut rafraîchir un peu l'air l'été, on fait ça avec des climatiseurs adiabatiques. Ouais. On vaporise de l'air, De l'eau. Une gouttelette d'air, Ouais. on l'utilise exactement comme dans les terrasses de café l'été. Mm. Et on envoie de l'air rafraîchi comme ça consomme pratiquement rien. Ouais. Et donc on refroidit même plus les serveurs. Voilà, c'est ça. On extrait l'air chaud. Hop, je continue. Alors, là maintenant, je reviens sur un cadre plus, pour finir plus, comment dire, la logique lorsqu'on veut accompagner un établissement sur les Green IT. Donc c'est la même, parce qu'ici les consultants ont l'habitude de travailler sur des démarches de développement durable. Donc c'est exactement la même, nommer un référent, un responsable. Suivre, simuler les consommations énergétiques, donc avoir comment dire, une image de départ et suivre au fil du temps qu'on met des actions pour voir l'efficacité des actions. Programmer le matériel pour limiter les consommations, sensibiliser les utilisateurs, avoir une stratégie au long terme, passer à des clients légers, supprimer ou pas un certain nombre de d'impression, intégrer les critères d'achat, on en a parlé, et avoir cette option de pouvoir réparer du matériel ou redonner une deuxième vie au matériel recyclé. Donc voilà, le type d'outil, là c'était quelque chose que j'avais fait pour suivre les consommations énergétiques d'un parc à l'hôpital de Cannes, de mémoire. Voilà, donc ce type d'outils qui peuvent servir, mais il y a aussi des programmes spécialisés qui le font très bien. Vous pouvez mettre en place des camps éco-gestes, je vais très vite. Alors là, c'est des choses très classiques, hein, éteindre les ordinateurs le soir, l'éveil, refroidir les ordinateurs portables, ça permet d'augmenter un peu leur durée de vie. Pareil, les transporter éteints, lorsque vous fermez, vous le transportez, si vous faites quelques mètres, ça va bien. Si vous le transportez toute la journée alors qu'il est en veille, a priori, il s'abîme plus vite. Donc, vaut mieux l'éteindre avant de le déplacer, c'est plus prudent. Limiter les impressions, passer au noir et blanc, mode brouillon, recto verso. Sur la gestion des emails, j'en ai très peu parlé, mais c'est pareil, les pièces jointes, quand vous les envoyez à 25 personnes et qu'il n'y en a que 2 qui vont les ouvrir, ben vous déplacez dans la fibre beaucoup d'octets inutiles. Donc quand on peut, vaut mieux envoyer le lien et la personne qui en a besoin le télécharge ou pas. Plutôt en mode de partage, quoi. Et d'un point de vue sanitaire, on n'a pas du tout abordé le sujet, mais c'est un sujet qui vous intéresse aussi. Les écrans LED émettent pas mal de lumière bleue, donc là aussi ça peut être intéressant de protéger les personnes qui travaillent dessus. Donc il y a des réglages d'écran pour qu'il y ait moins de lumière bleue. On peut également mettre des filtres aux lunettes. Le sujet électromagnétique qui est énorme sur les ordinateurs, mais bon, on préconise toujours de ne pas avoir l'ordinateur